Son équipe, lui, offre à leurs clients des solutions de financement alternatifs. Éric a la plus grosse équipe au Québec chez Multiprêt dans le prêt hypothécaire alternatif. Son équipe et lui a conclu des dizaines de millions en volume de transactions depuis le début de sa carrière. Le but de chacune de ces transactions est d'aider les gens qui ne se qualifient pas dans les banques traditionnelles à obtenir du financement pour réaliser leurs rêves. Alors, je présente sans plus tarder Éric Brunet. Le prêt hypothécaire privé n'est pas réglementé. Salut tout le monde, je me présente. Mon nom, c'est Éric Brunet. Je suis courtier hypothécaire chez Multiprêt depuis le début des années 2000, spécialisé dans les solutions de financement hypothécaire alternatives. Et puis aujourd'hui, je m'en viens vous parler des fraudes avec les prêteurs hypothécaires privés. Autant le prêteur hypothécaire qui va faire une fraude que le client qui va utiliser le prêteur hypothécaire pour faire une fraude. Et puis au cours de ma carrière, j'en ai vu plusieurs, énormément même. Fait que, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter un peu, je vais vous parler de moi pour que vous compreniez d'où ce que je viens et pourquoi j'ai choisi de faire ce que je fais dans la vie. Alors, la première des choses que je veux partager avec vous, c'est que moi, j'ai un handicap visuel. Je suis semi-aveugle et puis il n'y a aucune lunette, aucune opération, aucun verre de contact pour corriger mon handicap visuel. Mon handicap visuel s'appelle le nystagmus congénital. Je suis né avec ça, puis croyez-moi, mes amis, j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai appelé tous les spécialistes, les optométristes, les chirurgiens. Il n'y a pas personne qui peut m'aider avec mes yeux. Et puis, aujourd'hui, il y a deux raisons pour lesquelles je vous partage mon handicap visuel. Deux raisons pourquoi je veux partager ça avec vous. La première raison, c'est que si je vous vois dans un événement de réseautage, dans un événement corporatif, puis que je passe à côté de vous sans vous dire salut, c'est pas parce que je suis un snob, c'est parce que je ne l'ai pas reconnu. Fait que venez me voir, venez me dire salut, ça me fait toujours plaisir de vous parler puis de vous serrer la main. Et puis, la deuxième raison pour laquelle je vous parle de mon handicap visuel, c'est que, autant comme mes clients qui ont des difficultés, tout le monde dans la vie a eu des moments durs, des difficultés. Vous savez, moi, mon handicap visuel, j'ai été très complexé quand j'étais plus jeune par rapport à mon handicap visuel. Et puis, ça m'a causé beaucoup de blocages. Et puis, tout le monde a leur propre handicap. Écoutez, j'aimerais ça que vous leviez la main dans la salle, ceux qui ont eu ou qui ont des difficultés, qui ont eu des difficultés, qui ont eu des blocages, qui ont eu des handicaps, des limitations. J'aimerais ça que vous levez votre main. C'est pas nos limitations, c'est pas mon handicap qui définit la personne que je suis aujourd'hui. C'est ce que je vais faire avec ça. C'est vers où est-ce que je vais décider d'aller. Alors, aujourd'hui, j'ai pris des décisions différentes, je me suis posé des questions différentes, et puis, dans ma vie, j'ai énormément de gratitude pour où est-ce que je suis aujourd'hui. Énormément de gratitude pour les gens alentour de moi, mes collègues de travail, mon équipe, ma famille. Puis aussi, juste être ici devant vous aujourd'hui. Je voudrais prendre le temps de remercier les membres organisateurs du colloque sur la fraude pour m'avoir invité aujourd'hui. Merci énormément. Maintenant, mon choix de carrière. OK? Moi, en raison de mon handicap visuel, j'avais à trouver une niche. Quelque chose que... Parce que dans le début des années 2000, les courtiers hypothécaires se déplaçaient pour aller rencontrer les clients à leur domicile. Moi, quand j'ai commencé, à cause de mon handicap visuel, je ne peux pas conduire. Je ne peux pas avoir de permis de conduire. Fait que j'ai dû me trouver une niche dans laquelle les gens auraient à se déplacer pour venir me voir. Fait que c'est un petit peu pour ça que je me suis spécialisé dans le prêt hypothécaire alternatif. Et puis dans le début des années 2000, il y en avait à peu près une quinzaine. Il y avait Exceed, Wells Fargo, HSBC Finance, City Financière. Il y en avait une quinzaine. Et puis, je me suis vraiment spécialisé dans le prêt
alternatifs dans le prêt B qu'on appelait dans notre jargon. Et puis en 2008, quand il y a eu la crise du papier commercial, du jour au lendemain, ils ont tout fermé. Moi, je pensais que c'était la fin de ma carrière. Et puis, on a dû être créatifs. C'est à ce moment-là que les prêteurs hypothécaires privés sont arrivés sur le marché. Parce que les prêteurs comme Exceed, Wells Fargo, GMAC renouvelaient pas leurs prêts hypothécaires. Fait que là, les gens se retrouvaient avec leurs contrats de prêt. Hein, là, ils prenaient des termes d'1 an, 2 ans, 3 ans. Puis à la fin du terme, le prêteur hypothécaire rappelait le prêt. Alors, on a eu besoin des solutions de financement, puis c'est là que les prêteurs privés sont arrivés en grand nombre. Et puis aujourd'hui, les règlements bancaires, les règles de souscription sont tellement sévères que ça l'ouvre grand la porte à la fraude. Il faut faire attention, surtout aux bancaires, oui, mais surtout avec les prêteurs hypothécaires privés, à la falsification de documents, à toutes les fraudes qui peuvent être faites. Puis surtout les prêteurs hypothécaires privés, parce que leur manière de regarder les dossiers, les prêteurs hypothécaires privés, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder l'équité de la propriété. Fait que la question qu'ils vont se poser, c'est, OK, une maison qui vaut 500 000, on a besoin de prêter 200 000 dessus, est-ce que mon capital est à risque? Non, c'est une bonne garantie, mais ils ne vont pas vraiment regarder tout le reste du dossier comme la capacité de remboursement, le dossier de crédit, l'index aux immeubles. Puis ça, c'est des choses qui sont très importantes. Puis souvent, les prêteurs privés peuvent être victimes de fraude plus facilement que les banques à ce niveau-là. Alors, moi, j'ai une équipe chez Multiprêt. On est 4 à temps plein à prendre des demandes. Des fois, on a 10, 15, des fois 20 demandes par jour qui rentrent. Malheureusement, ça ne se fait pas tout, ou heureusement, ça ne se fait pas tout. Mais notre job est de tout screener ces demandes-là et puis de voir c'est quelle transaction qui vaut la peine d'être faite. Pour accepter une transaction dans notre équipe, on a 3 critères. Premièrement, ça doit être bon pour le client. Alors, il faut que cette transaction-là amène une solution au client. Il faut qu'il y ait un plan de sortie. Il faut que la transaction coûte moins cher au client. Il faut que ça coûte moins cher au client de faire la transaction versus de ne pas faire la transaction. Ça doit être bon pour le prêteur. Il faut comprendre que le prêt hypothécaire privé, c'est des gens comme vous et moi qui prêtaient leur propre argent. Alors, moi, mon père a été prêteur privé pendant à peu près une dizaine d'années. Et puis, il y a eu des cas où est-ce que c'est arrivé. Il a dû entamer des procédures légales contre le client. Puis, j'ai vu mon père qu'il avait de la misère à dormir le soir, qu'il était stressé avec des transactions qui n'allaient pas bien. Fait que ça doit être des transactions qui sont bonnes pour les prêteurs, pour les investisseurs. Et puis, la troisième règle, pour qu'on accepte un dossier au bureau, c'est qu'il faut que ça soit bon pour l'image de notre industrie. Et moi, je suis courtier hypothécaire, ça va faire une quinzaine d'années. Mon père, c'était un des fondateurs de chez Multiprêt. Mon père a commencé dans le début des années 2000. C'était un des premiers courtiers hypothécaires au Québec. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on fait une transaction, bien, premièrement, je veux m'assurer de garder une bonne image, moi personnellement. Deuxièmement, je veux que la compagnie pour laquelle je travaille, Multiprêt, aussi garde une bonne image. Et puis aussi, je veux m'assurer de garder une bonne image de ce que mon père a bâti toute sa vie. Alors, il y a 3 types de financements alternatifs aujourd'hui sur le marché. Il y a les prêts B, qu'on appelle dans notre jargon. Alors, les prêts B, c'est Banque Équitable, Home Trust, Banque B2B. Il y en a moins que dans le temps, dans le début des années 2000, mais il y en a encore quelques-uns qui sont là, puis c'est une bonne partie de marché. Ensuite de ça, de plus en plus populaire sur le marché, les investisseurs d'achat-rachat.
j'ai été invité, ça fait à peu près 8 mois, il y a eu une table ronde à la SCHL. On était environ une dizaine d'experts dans le domaine. Il y avait des courtiers hypothécaires, des prêteurs privés, des prêteurs B, des investisseurs d'achat-rachat. Et puis, on a parlé beaucoup, justement, du programme achat-rachat à la table ronde à la SCHL. C'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus populaire sur le marché. Il y en a qui connaissent ça aussi avec la location avec option d'achat. Alors, c'est l'investisseur qui va mettre carrément la propriété à son nom et va louer la propriété au client pendant une période de 3 à 5 ans. Pourquoi 3 à 5 ans? Parce que les règles, comme j'ai dit, les règles de souscription hypothécaire aux bancaires sont de plus en plus strictes. Maintenant, au niveau des prêteurs hypothécaires privés, j'avais updaté ma présentation, mais là, c'est pas la bonne. Fait que les taux d'intérêt en première hypothèque, bien, premièrement, les prêteurs hypothécaires privés vont aller à peu près à maximum 75 % de la valeur. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à 75 % de la valeur, c'est le premier niveau de risque d'un prêteur privé. Alors, 75 % de la valeur, c'est vraiment pour les beaux dossiers. Je vous dirais que la majorité du temps, c'est plus, je vous dirais, 60-65 % de la valeur. Fait qu'une propriété qui vaut 300 000, les prêteurs hypothécaires privés, souvent, vont prêter jusqu'à 180 000. Fait qu'il reste beaucoup d'équité dans la propriété. Les taux d'intérêt vont de 6 à 15 % en première hypothèque. C'est 9 % de différence sur le taux d'intérêt. Je ne sais pas si vous savez, là, mais 9 % de 200 000, c'est 18 000 en intérêt. C'est 9 de 200 000, c'est 18 000 en intérêt par année que le client paierait de plus en intérêt. Fait que c'est des grosses différences de taux d'intérêt. Ensuite de ça, il y a les frais de dossier qui vont de 1 à 3 %. Les frais de courtage de 1 à 3 %. Aussi, qu'est-ce que j'avais rajouté? Il y a les frais de sortie, des frais d'ouverture, un dépôt à l'ouverture du dossier. Fait que, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? C'est que pour un prêteur privé qui explique la transaction à un client, c'est facile de jouer avec les chiffres. OK? Je vous donne un exemple. Mettons qu'on fait un prêt de 100 000 et puis que je vous dis que le taux d'intérêt est à 1 000 $. Bien, 1 000 $ est à 1 %. Donc, ça donnerait 1 000 $ au bout d'un an en intérêt payé. Mais si je vous dis qu'il y a 9 000 de frais de dossier, bien, au bout d'un an, c'est 10 000 total qui a été payé. Fait que ce n'est pas un taux d'intérêt à 1 %. C'est un taux d'intérêt à 10 %. Vous comprenez? Fait que il n'y a pas de frais d'ouverture, mais il y a des frais de fermeture. À la fermeture du prêt, il y a un 3 % qui est chargé. Fait que souvent, les prêteurs privés, les clients ne savent pas quelle question poser. La seule question qu'ils savent, c'est quoi le taux d'intérêt? OK, le taux d'intérêt est à 1 %. Wow, super bon. On s'en va avec cette transaction-là. Mais il y a un 9 000 de frais d'ouverture de dossier. Ce n'est pas un taux d'intérêt à 1 %, c'est un taux d'intérêt à 10 %. Fait que les prêteurs privés, souvent mal intentionnés, ils vont jouer avec ces chiffres-là. Puis le client, il arrive chez le notaire, puis même bien souvent, le notaire, il passe tellement vite le contrat de prêt que le client ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 3 cas de fraude qui sont arrivés dans les derniers temps. Et puis, dans les derniers mois, dans les dernières années que j'ai eues, j'ai pris ceux que j'ai trouvé les plus sournois, que les gens n'ont pas vu ça venir du tout. Alors, premier cas, on a une propriété à Laval qui vaut 650 000, il n'y a pas d'hypothèque dessus. Le client a besoin de 300 000, et puis c'est pour ses beaux-parents qui sont à l'extérieur du pays, puis il y a une procuration au dossier. Déjà là, procuration au dossier, là. On ne peut pas parler avec les beaux-parents parce qu'ils sont à l'extérieur. On peut juste traiter avec le beau-fils. C'est un cas de fraude. C'est un vol d'identité. C'était pas le beau-fils. Les gens en question étaient partis à l'extérieur du pays et puis ils ont essayé de voler la propriété. Mais étant donné qu'au bureau, on est spécialisé dans le prêt privé, puis c'est ça qu'on fait tous les jours, on l'a vu venir tout de suite. Puis on a avisé les autorités, et puis
finalement, il n'a pas réussi à faire sa transaction. Puis même, je me suis fait comme devoir de mettre une alerte sur la propriété au registre foncier pour m'assurer qu'il n'y avait rien qui se passait sur les titres de la propriété. Fait que, dans ce cas-là, c'est pas le prêteur hypothécaire privé qui a essayé de frauder, mais ils ont essayé d'utiliser le prêteur hypothécaire privé pour frauder. Parce que pour n'importe quel prêteur privé, une propriété qui vaut 650 000 à Laval, puis on a juste besoin de prêter 300 000, tout le monde veut faire ça. Tous les prêteurs privés vont s'arracher ce dossier-là. Souvent, des petits indices, que c'est un vol d'identité ou que, comme j'ai dit, la procuration, il a besoin de ça pour demain matin. Il veut que ça soit fait vite, vite, vite. Ensuite, ça ne dérange pas le taux d'intérêt. Oh, n'importe quel taux. Les frais, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Il a besoin de ça rapide. Ça, c'est des cas, c'est des indices que c'est une fraude qui est en train de se passer. Un deuxième cas qu'on a eu, je vais tout le temps m'en rappeler, ça fait quand même quelques années, mais la madame avait tellement été induite en erreur. Parce que, comme je l'ai dit, les clients, la seule question qu'ils ont, c'est quoi le taux d'intérêt? Ah, c'est quoi le taux d'intérêt? Fait qu'on a une propriété dans l'ouest de l'île de Montréal qui vaut 500 000. Il y a un prêt hypothécaire de premier rang à 150 000. On a une deuxième hypothèque de 20 000 d'enregistrée sur la propriété. Et puis, la cliente a besoin d'un 20 000 additionnel pour payer des dettes. Alors, moi, mon offre, l'offre qu'elle a eue d'un prêteur privé à l'extérieur, c'est un taux d'intérêt à 10 % avec un 500 $ de frais de dossier. Ça a l'air normal. Tu sais, c'est pas comme si le prêteur est arrivé et il a dit « Ah, je vais te faire ça à 1 %, pas de frais de dossier. » Là, ça aurait eu de l'air louche. OK? Mais les gens, les courtiers hypothécaires qui ne sont pas spécialisés là-dedans ou même les clients, regardent cette transaction-là, ça a de l'air fair. Moi, mon offre était un taux d'intérêt à 15 % avec 3 000 en frais de dossier. C'est vraiment différent, là. Elle dit « Éric, je t'aime bien, là, mais ton offre me coûte vraiment plus cher que l'autre prêteur hypothécaire privé. » Fait qu'elle a décidé d'aller avec cette offre-là. Moi, j'ai dit « Madame, faites attention. Moi, je suspecte quelque chose de louche. L'offre est trop belle pour être vraie. Je connais la compétition. Ça fait faire une quinzaine d'années que je fais ça. Je sais c'est quoi qui est offert sur le marché par un prêteur hypothécaire privé. Puis ça n'a pas de sens. » Elle a pris l'offre. Puis le prêteur, ce qu'il a dit, c'est que on va faire un terme de 6 mois. Et puis, au bout de 6 mois, puis de toute façon, madame, vous ne voulez pas rester chez moi pour plus de 6 mois, là. Vous voulez retourner dans les banques après. Madame, oui. Mais madame, elle pose une question quand même assez intelligente. Elle dit, mais si au bout de 6 mois, je ne qualifie pas dans les banques, madame, pas de problème, on va vous renouveler. OK. Au bout de 6 mois, le prêteur dit à la cliente, dit, écoutez, madame, je suis vraiment désolé, mais je vais avoir besoin de revoir mon argent, mon 20 000, parce que ma fille s'en va aux études aux États-Unis, puis j'ai besoin de toutes mes liquidités. Fait que, inquiétez-vous pas, là. Vous allez avoir quelqu'un qui va se présenter chez vous, OK? Puis il va venir vous porter un papier, ça s'appelle un avis de 60 jours. Mais inquiétez-vous pas, c'est normal, c'est les procédures normales quand je rappelle mon prêt. Fait que la cliente, OK, c'est beau. Elle reçoit l'huissier. Elle prend l'avis de 60 jours, elle met ça sur le comptoir. Un jugement par défaut a été prononcé. Et puis quand il est venu le moment pour l'éviction, là, elle a catché ce qui se passait. Puis elle m'a rappelé en panique. Fait que heureusement, dans ce cas-là, on a été assez rapide pour refinancer et repayer le prêteur hypothécaire privé, puis la madame a pu garder sa maison. Tu sais, des fois, une offre qui est trop belle pour être vraie, mais c'était pas ridicule, l'offre, pour une personne qui n'est pas dans ce domaine-là. Troisième cas. Je vais vous partager un autre moment de ma vie. Okay? Moi, en 2008, quand il y a eu la crise du papier commercial puis que tout a tombé, en fin de compte, j'ai tout perdu mes prêteurs,
j'étais un petit peu désespéré. Fait que j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Et puis, je suis allé me promener en Asie. Dans mon année sabbatique, j'ai fait environ une quinzaine de pays en Asie. Ça a été l'expérience de ma vie. Pour de vrai, là, ça a été incroyable. Et puis, j'ai vraiment trippé sur le Vietnam. Et puis, quand j'ai fini avec mon année sabbatique, je suis revenu, puis là, j'ai dit à mon père, j'ai dit, écoute, j'aimerais ça retourner au Vietnam. Et puis, mon père m'a dit en 2008, j'ai entendu parler d'une technologie qui s'appelle les téléphones IP, les fax virtuels. Je fais, ah ouais! Aujourd'hui, tout le monde sait c'est quoi un téléphone IP, tout le monde sait c'est quoi un fax virtuel. Mais dans ce temps-là, c'était vraiment cool. Fait que je me suis tout équipé, puis je suis parti en Asie. Je suis retourné au Vietnam. Puis j'ai vu des choses incroyables. C'est plate parce que mon autre présentation, j'avais mis des photos de choses que j'ai vues au Vietnam, puis je voulais vous partager avec vous. Ben, j'ai vraiment appris des choses différentes là-bas. J'ai appris à parler vietnamien aussi. Je parle super bien vietnamien. Moi, je rentre dans une place qu'il y a des Vietnamiens. Là, j'ai une conversation d'1 demi-heure en vietnamien. Le monde, il capote quand il me voit parler vietnamien. Et puis, j'ai vraiment aimé ce peuple-là. J'ai vraiment aimé les gens là-bas. J'ai rencontré une Vietnamienne, puis je me suis marié. Puis j'ai eu des enfants. Mes enfants sont nés là-bas. Ma fille, elle allait à l'école au Vietnam. Dans une école francophone, et puis, mais qui était au Vietnam. Et puis, il y a 4 ans, je suis revenu. Fait que je suis resté à peu près 8 ans là-bas au Vietnam. J'ai vraiment eu du plaisir. J'ai vraiment découvert de quoi de différent dans la vie. Et puis, là, toute ma famille est ici, juste que vous soyez, tu sais. Ils sont tous venus avec moi ici, au Québec. Puis, ils s'adaptent, puis c'est vraiment beau à voir. Puis l'autre jour, c'était le kick-off chez Multiprêt. Et puis, j'ai mon téléphone cellulaire qui sonne. Le kick-off, c'est au casino, puis il y a plein de monde, puis c'est bruyant, puis la salle est pleine. Puis mon téléphone sonne, puis je regarde, je reconnais, c'est un nom vietnamien. Je dis, tabarouette. J'ai dit, je vais le prendre. Puis là, je sors de la salle bien vite, tu sais, je réponds au téléphone. Puis, c'est une dame vietnamienne qui m'explique sa situation. Elle me dit qu'elle a une propriété à Montréal qui vaut 1,1 million. Puis ça, le kick-off, là, c'est au mois de septembre passé, là, c'est là 3 semaines. Une propriété qui vaut 1,1 million à Montréal. Elle a 500 000 en prêt hypothécaire privé avec un prêteur privé. Et puis, elle a eu besoin de cet argent-là parce que sa mère était mourante et puis elle était aidante naturelle. Puis aujourd'hui, sa mère est décédée. Puis c'était la propriété familiale. Puis le prêteur privé, il a fait un terme de 6 mois, puis il a prépayé les intérêts pour 6 mois parce que, tu sais, 500 000 à 12 % ça coûte 5 000 $ par mois. Elle n'avait pas la capacité de payer. Fait que le prêteur privé, il a dit, regarde, on va t'arranger ça, on va te prépayer les intérêts, comme ça, tu n'as pas de paiement à faire. Puis au bout de 6 mois, ben, il a envoyé un avis de 60 jours. Elle n'avait pas l'argent pour payer ses paiements mensuels. Fait qu'il a envoyé un avis de 60 jours. Puis, au bout de l'avis de 60 jours, je sais pas comment il a fait pour la convaincre de ça, là, mais il est allé s'asseoir avec, puis il a dit, regarde, je vais te donner un 60 jours additionnel si tu me signes une dation en paiement. On va aller signer ça devant le notaire. Puis regarde, je te donne un 60 jours additionnel. Puis au bout de 60 jours, ben, il faut que tu t'aies trouvé du financement, sinon c'est ma maison. Tu sais, je parle au téléphone, elle a un accent. Tu sais, je sais, c'est pas quelqu'un qui est né ici, qui comprend très bien le système. Fait qu'elle a dit oui. Tu sais, elle a pensé au bout de 60 jours, hein? Au bout de 60 jours, je suis dans la rue. Ben là, il me donne un autre 60 jours, il est cool. Il est fair. Sauf que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que du moment que la vie de 60 jours est finie, il y a un autre 6 mois en général, 5 à 6 mois, avant qu'elle perde réellement sa maison. Fait que lui, il a dit,
m'a donné un 60 jours additionnel. Et puis, quand elle m'a appelé, j'étais au kick-off de Multiprêt, elle m'explique tout ça. Puis je dis, regarde, on est serré dans le temps, mais je vais faire tout ce que je peux pour t'aider. Je commence à y parler au téléphone en vietnamien, la fille, elle capotait avec elle. Fait que, parce qu'elle avait signé une dation en paiement devant le notaire, on n'a pas pu rien faire. Puis, aujourd'hui, le 7 octobre, c'est aujourd'hui que les huissiers passent pour l'évincer de sa propriété. Je n'ai pas pu rien faire. Fait que des prêteurs hypothécaires privés sur le marché, là, il y en a plein. Il y en a plein. Si vous allez sur Google, vous tapez hypothèque privée, vous allez voir, j'ai 3 sites web dans la première page de Google. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est qu'au Québec, les prêteurs hypothécaires privés, ils m'ont tout appelé, ils m'ont tout fait leur offre de service. Savez-vous combien j'ai de noms et de numéros de téléphone de prêteurs privés? Ben, je les garde tout en note. J'en ai au-dessus de 75. Puis c'est pas un domaine qui est réglementé. Sur les 75, là, il y en a 2-3 avec qui je fais affaire. Parce que tu le sens, quand tu leur parles, qu'ils ont un intérêt en tête, c'est de venir prendre la propriété des gens. Puis, comme j'ai dit, moi, ça fait 15 ans que je suis en business, ça fait 15 ans que je fais du prêt hypothécaire privé. J'ai pas envie de me retrouver avec des plaintes à l'OASIC, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Notre équipe va bien, on a un bon volume, on aide les gens. Quand on fait une transaction, c'est vraiment dans le but d'aider les gens. Puis, j'ai pas le goût de tout perdre pour faire une transaction. Fait que les prêteurs privés avec qui que je fais affaire, c'est des gens qu'on a fait accréditer chez Multiprêt, qu'on a vérifié, plus que juste la provenance des fonds et les antécédents du prêteur. Non, c'est quoi tes intentions? Moi, je m'assois avec puis je parle avec eux autres. Je veux pas qu'au bout de 6 mois, il y ait un avis de 60 jours qui part automatiquement sans avoir parlé à la cliente. Parce que au bout de 6 mois, il aurait pu renouveler le prêt. Il aurait pu y faire un autre prêt. Il restait bien de la place. Elle vient de perdre 600 000 d'équité. C'est aujourd'hui même qu'elle perd. Alors, les prêteurs privés, ce qu'ils regardent, c'est combien que la maison en vaut, combien qu'on prête. La manière que ça devrait être fait, selon moi, OK, pour qu'une transaction dans un prêt privé se fasse, premièrement, un client devrait toujours passer par un courtier hypothécaire parce que le travail d'un prêteur privé, c'est de prêter son argent. Mon travail à moi, c'est de m'assurer que le client va retourner dans les banques à la fin du terme. On regarde la situation, c'était évident qu'elle ne qualifierait pas dans les banques au bout de 6 mois. Il a juste fait un terme de 6 mois. Il faut faire attention aussi parce que dans le prêt hypothécaire privé, bon, il y a les prêteurs, il y a les courtiers hypothécaires, mais il y a aussi ce qu'on appelle des consultants. Ça, c'est des courtiers hypothécaires, pas de permis, qui font juste monter les transactions, puis qu'ils envoient ça à des prêteurs privés, ils envoient leur facture chez le notaire. Puis c'est petit message à l'OASIC, là. C'est très dur de les dénoncer, ces gens-là. Moi, j'avais tout un dossier complet, je l'ai envoyé à l'OASIC. Ils me disent « Ah non, il faut que tu remplisses tel formulaire, il faut que ton chef d'équipe signe tel formulaire. » OK, mais finalement, ça n'a rien donné. Alors, je sais que l'AMF est dans la salle, l'OASIC, puis si vous êtes intéressé à mettre en place des critères de souscription, des règles pour le prêt hypothécaire privé, ben moi, je me porte volontaire. Merci beaucoup tout le monde.